Bonsoir, alors moi je vais m'asseoir pour Roja. Envers, et on aurait pu intituler ce petit exposé Envers et contre tous. Je n'ai pas pu résister à ce jeu de mots facile, mais ça résume bien un peu son mode de pensée, puisqu'il a transformé l'Albanie en camp retranché. Alors, je ne résiste pas aussi à une autre tentation, c'est de vous parler d'une petite chanson que m'a apprise un ancien maoïste français. Elle est très courte. À Tirana, et on aime un phare du marxisme-léninisme, Enver Hoxha. On l'aime bien. Qui ça, Hoxha, ou ça, à Tirana. Voilà, donc c'est ce qu'on apprenait chez les maoïstes il y a quelques années. Les Albanais, eux, l'appelaient Joji, c'est-à-dire l'oncle. Et ça, c'est très intéressant parce que dans la société albanaise, qui est une société clanique, l'oncle est la personnalité la plus importante, plus encore que les parents. Alors, c'était un oncle très distant, qui ne voyait jamais, sinon parfois à l'arrière du Mercedes quand il surgissait à l'improviste. Il savait très peu de choses sur lui. Il savait à peine qu'il avait 3 enfants. Il y avait, comme souvent chez ces dictateurs, l'idée de vivre retranché du peuple. En l'occurrence, lui, c'était au Bloc. Donc c'était un quartier de Tirana qu'on peut encore visiter, où il avait donc bouclé évidemment à double tour, où il avait demandé à tous ses collaborateurs de venir habiter, travailler. Et il travaille beaucoup. Ça fait partie des dictateurs sans doute les plus sérieux et assidus au travail. Il fallait, parce qu'il a quand même laissé une œuvre considérable, 90 volumes, qu'il a fait traduire en toutes les langues. On pouvait en acheter à Paris, rue Gay-Lussac, et il faisait traduire ça de préférence par des intellectuels qu'il avait mis dans des camps. Et s'il voulait sortir des camps, il y avait possibilité de traduire. C'était une porte de sortie. Alors, phare du marxisme-léninisme, je ne sais pas, plutôt, on va dire, enfant terrible du communisme, parce qu'il a poussé, ou même radical communiste, parce qu'il a poussé jusqu'au bout une logique qu'on retrouvait un petit peu dans d'autres pays des Balkans, en Yougoslavie avec Tito, en Roumanie avec Ceausescu, qu'on pourrait appeler le national-communisme. Lui, il a poussé jusqu'au bout. Alors, Hoxha, on peut, comme tout dictateur, le résumer par des chiffres. Il faut savoir que l'Albanie, c'est moins de 2 millions d'habitants. Durant les 40 ans de son règne, entre 1944 et 1985, il y a eu plus de 75 000 relégués. C'était un des sports favoris de Hoxha, la relégation dans des camps, à la campagne. Ça, c'était un peu son amour chinois, ça, je vais revenir tout à l'heure. Il y a eu beaucoup d'exécutés, à peu près 6 ou 7 000. Et, plus intéressant encore, le nombre d'hommes qui travaillaient pour surveiller son peuple et le parti, évidemment. Et là, on a avancé les chiffres de 15 à 20 000 qui faisaient partie de son KGB à lui, parce qu'à chaque dictature, son petit service, son petit sigle. Donc lui, en Albanie, c'était la Sigurimi. Voilà, Sigurimi, un nom qui fait encore un peu frémir à Tirana. Alors, plutôt que des chiffres, moi je voudrais juste évoquer avec vous 2 mystères. Parce que le dictateur, évidemment, c'est une personnalité toujours un peu mystérieuse. Et il y en a 2 autour de Hoxha. C'est son accession au pouvoir, d'abord. Il a prétendu beaucoup de choses dans ses mémoires. Il disait qu'il venait d'une famille d'ouvriers, en fait, pas du tout. Il avait un témoin gênant qui n'était pas n'importe qui était Ismail Kadare, le plus grand auteur albanais, qu'il a connu, qu'il a rencontré, qui a écrit sur lui un très beau livre que je vous conseille, Le Grand Hiver, et qui était en plus de la même ville que lui. Donc, les familles se connaissaient, donc Kadare a raconté beaucoup de choses sur... Et donc, Hoxha était une famille de parvenus, on va dire, qui avait fait fortune dans le commerce. Il devient communiste sur le tard, et c'est un enfant, c'est un produit de la Seconde Guerre mondiale. Et on n'a jamais insisté assez sur le fait que la Seconde Guerre mondiale, il y a eu les dictateurs de la Seconde Guerre, et puis il y a eu les enfants dictateurs de la Seconde Guerre.
Et il en fait partie parce qu'il gravit les échelons dans la lutte antifasciste contre les Allemands et contre les Italiens. Mais il réussit l'exploit d'être nommé général sans avoir participé à un combat. C'est dire son pouvoir de séduction, de persuasion. Mais cet homme, en fait, et ça c'est un cas classique de dictateur, on le choisit d'abord parce qu'on croit que c'est un gentil, qu'on va pouvoir le manipuler, que c'est limite un bonnet. Et c'est le cas de Hoxha, qui est choisi à l'époque par les gens du Comintern, qui distribuent un peu les places dans les pays d'Europe centrale et de l'Est pour la prière, et par les Yougoslaves du Comintern. Ils le choisissent en plus parce qu'il présente bien. Ça, c'est Hoxha, quand vous voyez des photos, c'est un dandy, c'est un homme souvent bronzé, très, très, très séduisant, il a un certain charme, il parle bien. Et il a la culture, en particulier la culture française, parce que c'est finalement le plus français de nos dictateurs. Il est venu faire ses études en France, à Montpellier, à Paris. Il va devenir ensuite professeur de français au retour en Albanie dans les 30. Et d'ailleurs, dans son bloc, là, il lit souvent Hugo, Lamartine et Robespierre. Et donc, c'est un dictateur donc, qui va être d'abord dans la main du Comintern et qui, pendant plusieurs années, va être un peu sur la sellette jusqu'en 1948. 1948, c'est la rupture entre Tito et Staline. On ne peut pas parler de l'Albanie sans parler de la Yougoslavie. Or, jusqu'en 1948, Staline n'a pas tranché entre le fait est-ce que l'Albanie va devenir une autre république autonome de la Yougoslavie ou bien un pays indépendant. Tito roule des mécaniques en 1948, veut devenir le patron des Balkans. Staline tranche contre Tito et pour Hoxha. Et après, d'ailleurs, deux choses qui montrent tout de suite que le gentil a pas ses cartes. En 1948, il fait un discours de 16 heures, discours fleuve, ça c'est classique chez les dictateurs. Et puis, il règle Tito de tous les manuels, réécriture de l'histoire, les dictateurs savent faire. Et puis il purge très régulièrement son parti. Deuxième mystère, c'est cette bunkerisation, puisque vous savez que l'Albanie est connue pour ses 500 000 bunkers pour 2 millions d'habitants. Alors, cette isolation, cette Albanie, ça va avec une albanisation forcée. Je vous parlais de national-communisme, albanisation forcée. Ça passe par, comme ça, des retraits successifs. Appuyé par Staline, il va rester le dernier des staliniens. Et les scènes sans doute les plus extraordinaires de la vie de Hoxha, c'est quand, en 1960, à Moscou, devant tous les partis communistes réunis, il fait un discours devant Khrouchtchev pour dire que Staline est le plus grand. 4 ans après le rapport sur les crimes de Staline par Khrouchtchev. Donc il les envoie rouler, mais c'est un fin politicien, il sait qu'il a une carte, les Chinois derrière, qui sont à ce moment-là en froid avec l'URSS, et ça va être la partie chinoise, la révolutionnarisation du pays à la chinoise, avec l'industrie lourde, avec l'athéisme, un peu aussi sur d'autres modèles, comme Atatürk, dans un pays très musulman, il va en faire un pays laïque. Voilà. Alors, je conclus là-dessus. Alors, il va évidemment même rompre avec les Chinois, puisque les Chinois ne trouvent plus grâce à ses yeux, et il n'y aura plus que les admirables vietnamiens pour le soutenir après 1978. Alors, que reste-t-il de Hoxha? Alors moi, il y a deux choses. On a oublié, justement, que dans sa période chinoise, en 1971, qui demande à l'ONU, qui dépose une motion pour que le 5e siège du Conseil de sécurité passe de Taïwan à la République populaire de Chine, qui aujourd'hui, le 5e, c'est très important, c'est une motion de Hoxha qui est adoptée par l'ONU. Et deuxième chose, si vous allez en Albanie, vous remarquerez que... Alors, ils sont empressés évidemment de l'oublier, de le blackbouler, d'enlever tout ce qui était statut et compagnie. Mais vous êtes sur les routes, et là, vous vous rendez compte que c'est un pays où on ne pouvait pas circuler. Le Nord ne savait pas ce qui se passait au Sud. Et c'est un pays où vous avez quasiment que des Mercedes, tout le monde bichonne sa voiture,
et il y a des stations-service tous les 3 kilomètres. Voilà. Et je pense que ça, c'est un legs de la dictature, dans un pays où toutes les routes, quand vous traversez l'Albanie, il faut passer par Tirana. Toutes les routes mènent par la ville d'Oja. Voilà. Et donc d'autres choses, mais je vous conseille de aussi, pas simplement lire, mais aussi de voyager, parce que la lecture, c'est des incitations au voyage. Merci.